Bonjour à toutes et à tous déjà présents ce matin et bienvenue au troisième jour de la semaine Artisanat sans frontières. Ce matin, nous allons nous consacrer Guten au... Morgen an alle, die heute bereits zugegen sind. Diesem dritten Tag unserer Webinarreihe. Wir befassen uns heute mit Lösungen für unbezahlte Forderungen. Wenn Sie eine Übersetzung benötigen, haben Sie die Möglichkeit, sich die Zoom-App herunterzuladen und dann über die kleine Weltkugel unten auf die Verdolmetschung, die Simultanverdolmetschung zuzugreifen. la langue. Donc, dans ce cas-là, si vous avez besoin de traduction en allemand, la langue allemande. Donc voilà, je me présente. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Clémence Sigel. Ich arbeite bei der Handwerkskammer in Luxemburg. Wir betreuen luxemburgische Handwerksunternehmen, die ihre Tätigkeit auch im Ausland durchführen möchten, insbesondere in der Großregion. Zu diesem Thema haben wir diese Veranstaltungswoche ins Leben gerufen. Dieses Jahr müssen wir die Veranstaltung natürlich zu 100% digital abhalten. Heute befassen wir uns also mit Lösungen für Unternehmen, die mit unbezahlten Forderungen zu tun haben. Ich begrüße Rechtsanwalt François Cauderz. Guten Morgen, willkommen. Er wird uns Tipps und Tricks vorstellen, die Unternehmen zur Verfügung stehen, wenn sie mit unbezahlten Forderungen im grenzübergreifenden Handel zu tun haben. Vielen Dank, Frau Ischel. Guten Morgen an alle. Ich werde versuchen, nicht allzu schnell zu sprechen, um die Arbeit der DolmetscherInnen zu erleichtern, denen ich im Übrigen sehr herzlich danke. Ich beginne gleich mit dem Thema. Die Beitreibung von Forderungen ist ein wichtiges Thema, ein großes Thema für Unternehmen. Wir wissen, dass das Handwerk ein Sektor ist, in dem es sehr viele Arbeitsplätze gibt, auch in den angrenzenden Gebieten. Diese Unternehmen haben häufig mit dem Problem der Beitreibung von Forderungen zu tun, insbesondere wenn es darum geht, am Ende des Monats über die Mittel zu verfügen, um tatsächlich die Gehälter auch zu zahlen. Das ist ein Thema, das professionell angegangen werden muss und das auf keinen Fall vernachlässigt werden darf. Ich bin Belgier, und deswegen mein Beispiel, wenn man gute Pommes herstellen will, dann braucht man zunächst einmal gute Kartoffeln. Die fallen nicht vom Himmel. Wir brauchen eine gute Vorbereitung, heißt das. Das sind die Präventionsmaßnahmen, die auch unerlässlich sind, Vorbeugungsmaßnahmen. Während meiner Karriere habe ich oft erlebt, dass es zunächst einmal Probleme bei der korrekten Identifizierung des Kunden gibt. Sie müssen dies natürlich gewährleisten, um die Zahlung einer Rechnung zu erreichen. Das ist ein sehr großes Problem, eine Frage, die nicht zu vernachlässigen ist. Das heißt, es geht zunächst einmal um die Identifizierung des Kunden, zum Beispiel über einen Auszug aus dem Handels- und Gesellschaftsregister, Identifizierung der Personen, die für eine Gesellschaft verbindlich handeln, zum Beispiel im Rahmen eines Auftrags. In meiner Laufbahn habe ich es erlebt, dass es Personen gibt, die vorgegeben haben, dass sie gar keinen Auftrag unterzeichnet haben, dass sie gar nicht für eine Gesellschaft verbindlich handeln können. Es gibt auch sehr viele komplexere Probleme, die mit dieser Thematik verbunden sind. Und diese Probleme verlangen sehr viel Zeit für ihre Bearbeitung und können auch sehr teuer werden. Deswegen ist es wichtig, zunächst einmal Nachname, Vorname, Adresse und sehr wichtig auch eventuell Geburtsdatum und Ort der Person zu identifizieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie jemanden identifizieren möchten, zum Beispiel, ob er Angestellter eines Unternehmens ist und das Geburtsdatum nicht haben, dann werden Sie Probleme haben, diese Person zu identifizieren. Das kann also in einigen Fällen sehr wichtig sein. Zögern Sie nicht,
Auszüge aus dem Handels- und Gesellschaftsregister zu fordern. CIRE in Frankreich zum Beispiel, ähnliche Dokumente gibt es natürlich auch in Belgien und in Deutschland. Weitere Vorbeugungsmaßnahmen, es gibt zum Beispiel eine Bonitätsprüfung im Voraus, die man durchführen kann. Wenn es um kleinere Verträge geht, dann gibt es vielleicht nicht so viele Formalitäten, die zu beachten sind. Aber wenn es sich um größere Verträge handelt, dann liegt es in Ihrem Interesse, sich im Voraus über die Bonität dieses Unternehmens zu informieren. Sie können zum Beispiel Bankreferenzschreiben verlangen, Bonitätserklärungen, Bilanzen und Jahresabschlüsse des Unternehmens. Und manchmal gibt es ja auch Ratingagenturen, die diese Unternehmen bewerten. Sie haben Privatunternehmen zum Beispiel, die auch solche Ratings zur Verfügung stellen. Das wichtiger Indikator für finanzielle Schwierigkeiten kann zum Beispiel sein, wenn ein Unternehmen Bilanzen und Jahresabschlüsse während 1 oder 2 Jahren nicht veröffentlicht hat. Und das kann schon auf gravierende finanzielle Probleme hindeuten. In Luxemburg haben wir 17 Gerichtsvollzieher und es kann auch möglich sein, zum Beispiel einen Gerichtsvollzieher zu kontaktieren per Telefon. Das heißt, auf lokaler Ebene, das gilt auch für Frankreich, Belgien oder Deutschland, kann man sich eben auf diese Weise über Unternehmen informieren. Und normalerweise es handelt sich ja um Beamte, die transparent agieren, und bei ihnen kann man sich ohne weiteres über die Solvabilität von Unternehmen erkundigen. Ein anderer wichtiger Aspekt sind Vertragsdokumente und allgemeine Geschäftsbedingungen. Ich gebe Ihnen auch hier ein Beispiel. Sie haben einen Kunden in Deutschland, Sie führen Leistungen aus. Das heißt, es gibt vielleicht einen Austausch mündlicher, das heißt, nichts ist in einem bestimmten Vertrag festgelegt und es gibt auch keine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Anschließend verlangen Sie die Zahlung, der Kunde zahlt nicht, Sie mahnen und dann sagen Sie ja, vielleicht muss ich mich jetzt an einen Anwalt wenden und die erforderlichen Schritte einleiten. Dann haben Sie vielleicht Probleme, zunächst einmal festzulegen, was denn das anwendbare Recht ist. Das luxemburgische Recht, das deutsche Recht. Das anwendbare Recht hat auch Folgen, zum Beispiel auf die Verjährungsfrist. Das heißt, innerhalb welcher Fristen müssen Sie agieren, um Ihre Rechte zu wahren. In Deutschland ist es so, dass die meisten Verjährungsfristen relativ kurz sind. Zum Beispiel 1 Jahr, 2 Jahre. Wenn Sie zu sehr trödeln, dann verhindert Sie dies daran, Ihre Rechte geltend zu machen. In Luxemburg sind diese Fristen etwas länger, 10 Jahre grundsätzlich im Handelsverkehr. Wenn Sie Rechnungen mit bestimmten Fristen haben, die kürzer sind, dann haben Sie auch eine kürzere Verjährungsfrist. Der 10 Jahre, das ist aber ein relativ langer Zeitraum, aber sie avoir des conséquences très fâcheuses pour vous. Donc un contrat bien rédigé et protecteur de vos droits est très important. Et émettre, obtenir des confirmations de commande de la part du client sur vos documents, évidemment, avoir des factures aussi qui sont bien en concordance avec vos conditions générales figurant dans vos devis ou dans vos commandes, et également effectuer des facturations assez rapides et ne pas non plus prolonger trop longtemps vos processus de rappel, par exemple, parce que j'ai vu des entreprises dans ma carrière qui envoyaient 1 rappel, 2 rappels, 3 rappels, 4 rappels, et finalement se décidaient à envoyer une mise en demeure en recommandé, et puis seulement le dossier était transmis à l'avocat et vous aviez un temps absolument considérable qui était perdu. Et si votre contrepartie était déjà en difficulté, eh bien, 9 chances sur 10 que vous n'arriverez même pas à récupérer quoi que ce soit parce qu'elle va peut-être faire aveu de faillite, elle va elle-même être déjà
assaillis par d'autres créanciers qui vont aller plus vite que vous et qui vont récupérer peut-être de l'argent plus vite que vous. Donc, les processus et les documents probants et les contrats sont très importants à ce niveau-là. Alors, dans vos conditions générales et dans vos contrats, vous pouvez évidemment prévoir toute une série de délais, des délais de paiement, des intérêts. Vous pouvez prévoir aussi des majorations en cas de paiement retardé ou des clauses pénales en cas de paiement tardif ou pour couvrir vos frais de recouvrement, par exemple. Évidemment, des stipulations concernant les tribunaux et le droit applicable. Je fais une petite parenthèse ici. Je distingue évidemment si votre contrepartie est un consommateur final ou un professionnel. Si votre contrepartie est un consommateur final, méfiez-vous, vous aurez toujours une protection spécifique du consommateur au niveau des législations européennes et qui ont été intégrées dans les pays européens, à savoir que vous devrez toujours poursuivre le consommateur devant le tribunal de son domicile et vous n'aurez pas la possibilité de faire appel à vos tribunaux luxembourgeois ou locaux en tout cas. Au niveau du droit applicable aussi, vous aurez certaines dispositions spécifiques de protection du consommateur qui seront applicables dans tel ou tel pays, et donc il faut faire attention. Partons du principe ici que vous êtes plutôt dans une relation de professionnel à professionnel, et donc je poursuis le raisonnement par rapport à cela. Une autre mesure préventive qui peut être très intéressante également, c'est l'obtention de garanties. Alors, vous savez que si vous êtes en Europe, bon, vous avez quand même un peu plus de chances que les sociétés se passent bien et que vos recouvrements soient efficaces, mais hors Europe, eh bien, vous avez évidemment tout ce qui est crédit à l'exportation, garantie de crédit à l'exportation et autres, avec des organismes comme le Ducroire, la COFAS et d'autres qui vous fournissent un service très précis aussi. Alors, ne pas négliger non plus le rôle que peuvent avoir les consulats à l'étranger ou les ambassades avec leurs services. Je donne un exemple, par exemple, le Grand-Duché a un consul spécial en charge des affaires économiques qui est par exemple établi en Chine à Shanghai. Eh bien, ils ont des services qui sont là vraiment pour aider les entreprises dans tous leurs aspects, que ce soit le recouvrement ou la conclusion de contrat. Parmi les garanties, vous avez évidemment des cautionnements, aussi qui existent, des garanties à première demande, des garanties bancaires, toute une série de panoplies qui peuvent être utilisées et qu'il ne faut pas négliger. Je vous ai donné quelques exemples déjà sur les procédures internes qui sont très importantes. Un autre aspect de ces procédures internes, c'est pouvoir, dans certains cas, suspendre l'exécution des travaux. Vous savez qu'un contrat, bien, ce sont des obligations réciproques d'une partie envers l'autre. Votre client a l'obligation de vous payer vos factures. Par exemple, si vous facturez, comme on dit, en état d'avancement, en fonction de l'avancement du chantier. Si votre client, à un moment donné, reste en défaut de payer vos factures dans les délais qui ont été convenus, eh bien, vous avez tout intérêt à suspendre immédiatement les travaux parce que sinon, vous allez continuer finalement à creuser le trou de l'argent qui va vous devoir et qui ne paye déjà pas. Donc, c'est une possibilité, on appelle ça l'exception d'inexécution, c'est-à-dire quand une des parties n'exécute pas ses obligations, eh bien l'autre est en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations. Un autre mécanisme aussi qui peut être très intéressant à prévoir et à actionner, c'est ce qu'on appelle la compensation légale. Si vous avez des contrats réciproques avec des entreprises à l'étranger, que de temps en temps, elles vous doivent de l'argent, de temps en temps, c'est vous qui leur devez de l'argent parce que vous faites appel à eux de manière réciproque, eh bien, la compensation légale permet aussi de faire ce qu'on appelle un paiement des factures. Il suffit pour cela de faire ce qu'on appelle un état comptable en disant, bien voilà, à la date d'aujourd'hui, vous me devez autant, je vous dois autant, nous allons faire une compensation, et donc, il va rester un solde qui sera dû par l'une ou l'autre partie en fonction évidemment de la soustraction qui est effectuée. Et c'est une forme de paiement très efficace et très rapide et qui est reconnue également même en cas de faillite à partir du moment où les conditions étaient remplies et où
les parties se sont décidées à le faire. Alors, vous n'avez pas besoin spécifiquement de l'accord de votre contrepartie pour procéder à la compensation légale. Il suffit que ce soit une possibilité offerte par la législation locale et il suffit de faire cet état des comptes à une date précise et de l'invoquer de manière spécifique vis-à-vis de votre contrepartie. Alors, une fois qu'on a vu ces problématiques préventives, je dirais ces aspects préventifs à voir, eh bien, les problématiques récurrentes dans un recouvrement hors Luxembourg sont toujours les mêmes. Donc, j'ai parlé d'identification incomplète ou difficile du client. Un autre exemple, j'ai souvent des entreprises belges qui me contactent, qui me disent « Bon, voilà, je voudrais faire un recouvrement contre une entreprise luxembourgeoise. » On me donne plus ou moins la dénomination de la société et puis on me donne un numéro de TVA. Et j'ai toujours des difficultés à dire à un confrère belge, mais je ne sais pas faire grand-chose avec le numéro de TVA. Puisque, vous savez, en Belgique, la Banque Carrefour des entreprises, qui est l'équivalent du registre de commerce, reprend le numéro de TVA comme étant le numéro d'identification à la Banque Carrefour. Au Luxembourg, ce n'est pas du tout le cas. Le numéro de registre de commerce est totalement distinct du numéro de TVA. Et le numéro de TVA, vous avez un problème de secret fiscal, c'est que vous pourrez vérifier si le numéro fonctionne et valide, mais vous ne pourrez pas forcément avoir l'identité exacte et la dénomination exacte de la société qui est derrière ce numéro de TVA. Si la société a activé un numéro intracommunautaire, vous aurez une possibilité au niveau d'un site européen où vous pourrez aussi faire une vérification. C'est un exemple très concret de parfois des petites difficultés que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi également avoir des sociétés qui font partie d'un groupe de sociétés et qui ont des dénominations très similaires, avec parfois un seul mot qui change ou simplement la forme de la société qui change. Et quand vous faites du recouvrement, une règle essentielle, c'est de viser la bonne cible. Si vous vous trompez de société, évidemment, votre action va être déclarée non fondée et vous aurez en plus payé les frais d'avocat ou les frais de recouvrement. Donc c'est une problématique aussi à ne pas négliger. Avec les pays à l'étranger, vous avez aussi parfois des localisations difficiles. Vous avez des sociétés qui déménagent, des sociétés qui ont un siège effectif, qui ont des ateliers dans certaines adresses, et donc vous ne savez pas si vous êtes au siège effectif, si vous êtes dans l'atelier, qui a pouvoir de faire le nécessaire, etc., pour signer des contrats ou où vous devez exécuter de manière concrète votre créance. Les problématiques aussi récurrentes, c'est la détermination du tribunal compétent. Si vous n'avez pas un contrat clair qui vous protège, eh bien, ça va parfois poser problème. Simplement, pour vous donner l'exemple du Grand-Duché, eh bien, vous avez une créance supérieure à 15 000 € actuellement, vous allez devoir aller devant le tribunal d'arrondissement. Si vous êtes en dessous de 15 000 €, vous allez aller en justice de paix. Vous avez des matières, parfois, où vous avez une compétence spécifique de certains tribunaux. Et donc, il faut pouvoir déterminer quel est le bon et lequel est compétent. Alors, les problématiques aussi récurrentes, ce sont les problématiques de coûts, évidemment. Frais de traduction, frais d'avocat localement, frais de procédure parfois. Alors, vous avez aussi quelques pays maintenant qui vous obligent à payer certaines taxes, en fait, pour avoir accès à une justice. Ça peut avoir aussi des conséquences et ce sont des coûts à ne pas négliger. Je vous ai invoqué la problématique des consommateurs protégés des conséquences. Vous pouvez aussi avoir des problématiques de surendettement dans les pays étrangers, qui sont des personnes qui sont inscrites dans une procédure de surendettement. Et là, je vous souhaite bonne chance pour le recouvrement parce que c'est toujours complexe. Vous pouvez évidemment avoir des procédures d'insolvabilité aussi qui s'étalent sur plusieurs pays, qui peuvent concerner des groupes de sociétés. Et vous allez avoir parfois des problèmes d'exécution. Je parlais tout à l'heure de l'huissier de justice. Eh bien, certains pays ne connaissent pas l'institution de l'huissier de justice. Et donc, comment vous allez exécuter concrètement? Je vous donne le cas classique des États-Unis, ce sont les shérifs, parfois localement, qui procèdent à des exécutions de jugement parce qu'ils ne connaissent pas les huissiers de justice. Ce sont des officiers publics ministériels et donc toutes ces problématiques-là peuvent intervenir. Alors, je vous ai parlé des tribunaux luxembourgeois. Si au niveau de vous avez bien préparé votre contrat, vous pourrez, en tant que intégré dans une relation contractuelle, pouvoir déterminer que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour les litiges et notamment pour du recouvrement. Donc ça, c'est une problématique assez simple. Je vous ai évoqué le seuil de 15 000 € maintenant depuis le 16
septembre 2021, ce qu'on appelle le taux de compétence des justices de paix est passé à 15 000 €. Tout ce qui est supérieur à 15 000 € donc, va aller devant le tribunal d'arrondissement en principe. Je vous ai parlé du changement législatif. Alors, vous avez au niveau luxembourgeois, évidemment, toujours des possibilités d'agir sur le fond, comme on dit, ou d'agir parfois en référé-provision. Les délais vont être très différents, la procédure va être différente, l'effet du jugement que vous allez obtenir va être différent aussi. Et donc, tout cela est quelque chose à prendre en compte quand vous devez faire un recouvrement et quand vous devez le préparer aussi. Vous avez évidemment au niveau luxembourgeois et dans d'autres pays des mesures conservatoires, comme on dit, ce sont des saisies que vous pouvez effectuer. Alors, je vous donne un exemple, par exemple, la saisie foraine est assez mal connue, mais elle existe. Qu'est-ce qu'une saisie foraine? Eh bien, imaginez que vous êtes créancier, je parle ici du pays luxembourgeois, vous êtes créancier d'une autre entreprise artisanale qui va peut-être avoir des installations placées sur un chantier qu'elle est en train d'exécuter dans une commune luxembourgeoise. Eh bien, la saisie foraine vous permettra d'aller saisir le matériel qui est situé sur ce chantier. Donc, c'est ce qu'on appelle une saisie foraine. Ensuite, vous avez évidemment les saisies sur compte bancaire. Vous pourrez bloquer un certain nombre de fonds sur un compte bancaire. Vous pourrez même saisir des créances. Un exemple tout simple, vous savez par exemple qu'une entreprise sous-loue des bureaux à une autre entreprise, eh bien, vous allez pouvoir saisir la créance de loyer qui est due à votre débiteur. Je parle aussi un petit peu des saisies sur salaire, évidemment. Imaginons que vous ayez un particulier en face de vous qui ne paye pas vos factures. Eh bien, si vous arrivez à trouver son employeur, vous avez des possibilités aussi d'obtenir un titre et de faire une saisie sur salaire pour pouvoir récupérer votre dû. Alors maintenant, au niveau européen proprement dit, l'Europe s'est posé beaucoup de questions il y a déjà pas mal de temps pour simplifier un petit peu certaines procédures de recouvrement. Et vous avez donc ce qu'on appelle la procédure européenne d'injonction de payer. Vous avez ce qu'on appelle aussi les procédures pour le règlement des petits litiges, le titre européen pour les créances incontestées et j'évoque brièvement l'ordonnance européenne de saisie conservatoire bancaire. Donc, ce sont des procédures simplifiées qui ont été mises en place au niveau européen. Les trois premières, en principe, n'ont pas besoin d'un avocat. La quatrième nécessite quand même le recours à un avocat, mais à ceci d'utile que vous allez pouvoir identifier l'existence de compte bancaire de votre débiteur, même s'il est à l'étranger, via cette espèce d'ordonnance européenne de saisie conservatoire. Je vais vous parler maintenant de la procédure européenne d'injonction de payer. Donc, il s'agit de faire du recouvrement de créances liquides, c'est-à-dire qu'elles sont déterminées quant à leur montant, et exigibles, évidemment. Il faut que votre facture soit exigible à la date à laquelle vous introduisez votre demande d'injonction. Cette procédure est d'application partout en Europe, sauf au Danemark. Alors, je devrais dire maintenant, sauf au niveau Royaume-Uni, évidemment, à cause du Brexit. Il faut toujours maintenant se méfier si vous avez des liens avec le Royaume-Uni parce qu'il faut systématiquement au cas par cas vérifier dans quel cas vous vous trouvez et si on a encore des possibilités liées à des règles européennes qui seraient maintenues au Royaume-Uni ou pas. Vous savez qu'il y a un système un peu hybride dans le cadre de la négociation du Brexit où on a voulu quand même que le Royaume-Uni soit lié par toute une série de règles, même si leur volonté était de sortir de l'Europe. Alors, cette procédure d'injonction de payer européenne donc, ne concerne que les litiges transnationaux de nature civile et commerciale. Donc, quand on dit civil et commercial, j'exclus ici le droit de la famille, le droit des successions. Il faut vérifier au cas par cas, mais en principe, c'est vraiment purement civil et commercial. Et on parle de créances, évidemment, en argent, et pas de créances en nature, d'exécution d'un contrat, etc. On dit évidemment qu'un litige est transnational lorsqu'il oppose des parties dont au moins une à son domicile ou sa résidence habituelle dans un autre État membre que celui dans lequel se trouve le juge saisi du litige. On va appeler la juridiction d'origine. Alors, comme je dis, on parle d'une procédure simplifiée
qui n'impose en principe pas aux parties de se présenter devant un tribunal. Donc on fait tout ça via des formulaires qui sont joints au règlement européen qui précise cette procédure d'injonction. La procédure suit ensuite son cours, sans nécessiter d'autres formalités. Ça passe devant un magistrat qui va alors signer une ordonnance et qui va émettre alors une ordonnance qui va pouvoir être notifiée ou signifiée au débiteur. Vous allez évidemment devoir suivre, si le débiteur est un consommateur, la procédure devant le tribunal du lieu de son domicile. Sinon, vous pouvez utiliser les règles communautaires. Et donc, un règlement qui est très important pour nous, les avocats et les juristes, c'est le règlement 44-2001, qui fixe toute une série de règles de compétences au niveau des tribunaux européens quand vous avez donc ces dossiers qui sont transnationaux. Je précise aussi qu'il faut faire attention, même si vous êtes en procédure européenne d'injonction de payer, chaque État membre peut avoir certaines particularités, puisque la manière dont on n'a pas révolutionné systématiquement tous les systèmes judiciaires des États membres, mais on a tenté d'avoir des produits finalement qui vont s'intégrer dans le système judiciaire existant. Donc il peut y avoir quand même certaines différences qui existent. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais donc vous avez en principe introduire un formulaire de type A. Je vous invite d'ailleurs, et vous verrez dans la présentation qui vous sera mise à disposition, je reprends les références de ces règlements européens ou de ces directives. Si vous voulez mettre en place un recouvrement par vous-même, en essayant d'éviter un maximum de frais, de ne pas passer par des avocats, vous pouvez évidemment prendre connaissance de ces règlements qui sont disponibles dans toutes les langues européennes. Simplement, vous tapez Europa et vous allez vous retrouver sur le site de l'Europe. Vous tapez même parfois simplement dans Google le numéro de référence du règlement ou de la directive et vous allez tout de suite arriver sur le document. Je vous invite à lire ces règlements si vous souhaitez mettre en place un recouvrement parce que donc, voilà, il y a des petites choses à connaître, des formulaires à imprimer et à pouvoir compléter vous-même. Et donc, c'est important de pouvoir le faire de manière répétitive pour éviter les frais et former quelqu'un au sein de votre entreprise pour le faire. Donc, la juridiction, sur base de ce formulaire A qui est disponible, la juridiction va examiner votre demande. Elle peut vous demander de compléter, etc., certaines informations. Ensuite, il va y avoir une ordonnance qui va être émise ou un rejet qui va être émis. C'est toujours possible. Par contre, si tout est convenable, eh bien, une injonction de payer européenne va être émise par cette juridiction via un formulaire de nouveau, et elle va être signifiée ou notifiée. Alors ici, je dis signifiée ou notifiée, j'utilise deux termes différents. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la notification, c'est en général l'envoi par un courrier commandé par le greffe du tribunal. La signification, on utilise ce terme plutôt quand on va faire intervenir un officier public, donc un huissier de justice typiquement. Certains pays, je vous donne l'exemple classique de la France exige que cette injonction soit signifiée par un huissier de justice, ce qui est un petit peu dommage parce qu'évidemment, on a voulu faire une procédure simplifiée en évitant les frais d'avocat notamment, et on va réintroduire finalement des frais d'huissier de justice qu'on aurait pu éviter si c'était le greffe qui avait fait lui-même la notification. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc il y a des pays où c'est simplement le greffier qui fait le nécessaire et vous n'avez pas besoin de passer par un huissier de justice. Alors ensuite, évidemment, le débiteur qui reçoit cette injonction, il peut former une opposition, également via un formulaire qui va adresser à la juridiction qui lui a envoyé l'injonction. Et ensuite, s'il y a une opposition, là, vous allez avoir une procédure qui va se poursuivre devant la juridiction qui a émis l'injonction. S'il n'y a pas d'opposition, là, vous pouvez très bien encore avoir, et c'est un petit peu le problème aussi de ce genre d'outils, on essaie de les simplifier, mais quelque part, on doit toujours mettre en balance la protection de chacune des parties, et notamment les droits du justiciable qui reçoit cette injonction. Même s'il n'a pas fait opposition dans les 30 jours, il peut quand même encore faire une demande de réexamen en justifiant sa demande, en fournissant des documents, etc. Donc,
il peut quand même y avoir des complications qui ne sont pas si simples. Et donc, il ne faut pas improviser ce genre de recouvrement, il faut s'y préparer un petit peu. Donc, je vous ai parlé des avantages, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un avocat. Alors, cela supprime également ce qu'on appelait à l'époque la procédure d'exequatur. Je ne vais pas vous entrer dans les détails, mais en gros, l'exequatur, quand vous n'aviez pas ces règlements européens où on avait une certaine reconnaissance des décisions judiciaires de chacun des États, vous étiez obligé de passer par un exequatur, c'est-à-dire une procédure où vous deviez demander à un tribunal local de reconnaître la validité de votre jugement, et puis ce tribunal mettait la formule exécutoire, et puis seulement vous pouviez commencer à essayer d'exécuter dans le pays où se trouvait votre débiteur. Donc ça avait un coût, évidemment, parce que vous deviez la plupart du temps passer par un avocat et subir les frais qui allaient avec. Donc cette injonction, elle est reconnue et exécutoire dans tous les États membres, de manière automatique. C'est ça qui est important dans ce processus. Alors, cette injonction, elle est permise quand le litige ne dépasse pas 5 000 €. Ce n'est pas très élevé, mais voilà, il faut le savoir. Donc, je vous ai parlé des matières civiles et commerciales. Il y a quelques exclusions. Il faut quand même vérifier cela aussi, et c'est stipulé clairement sur les textes européens. Alors, vous avez ensuite ce qu'on appelle la procédure des petits litiges. Là également, vous avez une introduction de la demande avec un formulaire. Il y a une correction, une vérification par un juge. Puis de nouveau, il y a une notification au défendeur. Le défendeur a 30 jours pour réagir. S'il ne réagit pas, la juridiction doit rendre une décision dans les 30 jours. Et s'il réagit, c'est dans les 30 jours de la réponse du défendeur. Et puis, vous avez de nouveau une exécution lors de cette décision dans l'État membre d'exécution où se trouve le débiteur a priori. Et vous avez alors un certificat qui est émis aussi par la juridiction sur le caractère exécutoire de cette décision. Voilà. Je vérifie un petit peu le temps. Voilà, ça fait déjà une bonne demi-heure. N'hésitez pas, Madame Higel ne l'a peut-être pas précisé en début, mais si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je tenterai d'y répondre à la mesure du possible à la fin de la présentation. Alors, vous pouvez avoir des cas de refus d'exécution de la décision. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails non plus. C'est évidemment des problèmes liés au droit de la défense, au fait qu'il y ait des délais qui n'aient pas été respectés, ou ce genre de choses, ou une incompatibilité peut-être de la décision avec certaines règles locales. Ce sont des détails, mais au cas par cas, vous n'aurez la plupart du temps pas de problème de ce genre. Sachant que la juridiction va quand même vérifier sur base du dossier que vous allez transmettre avec votre demande, votre formulaire, le bien fondé des choses, si les informations sont complètes et convenables. Ici également, vous avez la possibilité d'un réexamen de la décision auprès de la juridiction qui l'a rendue. Je dirais que ce recouvrement peut être aussi dans les deux sens. Si vous recevez en tant qu'entreprise luxembourgeoise, allemande, française ou belge, une ordonnance liée à un petit litige ou une injonction de payer, eh bien, vous devrez aussi pouvoir réagir. Il ne faut pas laisser dormir les choses, vous avez des délais à respecter. Et nous avons déjà eu des cas où voilà, des entreprises luxembourgeoises étaient ciblées par ce genre de procédure, qui étaient parfois utilisées un petit peu à la légère, en donnant le quart des informations utiles au magistrat en charge de rendre l'ordonnance, et donc il était assez facile après de combattre ce genre de décision ou d'ordonnance. Et donc ne pas négliger les délais et la procédure qui doit être respectée. Alors évidemment, les règlements européens prévoient qu'en général, eh bien, si vous faites appel à une juridiction étrangère pour émettre une ordonnance, eh bien, elle va le faire dans sa langue, évidemment, nationale. Nous avons cette immense chance au Luxembourg d'avoir l'utilisation des 3 langues nationales possibles. Évidemment, dans d'autres pays, ce n'est absolument pas le cas. Vous connaissez tous l'exemple de la Belgique avec ce problème d'emploi des langues qui, je désespère, ne sera jamais résolu.
En Belgique, si vous introduisez un formulaire en langue française dans une région où c'est la langue flamande qui doit être utilisée, le néerlandais, eh bien, votre demande va être irrecevable. Donc, vous devrez de toute façon faire très attention. Et même en Belgique, si vous versez des documents à l'appui de votre requête ou de votre formulaire dans la mauvaise langue linguistique de la région concernée, eh bien, là aussi, ces pièces-là vont être considérées comme irrecevables. Donc, vous pourrez avoir des problèmes de traduction et les traductions, ça génère des frais également aussi. D'autant qu'une juridiction pourrait être amenée à vous demander des traductions certifiées qui sont un petit peu plus chères que les traductions normales. Donc, ne pas négliger ces problématiques-là aussi quand vous préparez un recouvrement vers l'étranger. Au sein de l'Union européenne, j'entends, mais la règle est valable évidemment à l'étranger, en dehors de l'Union européenne. La problématique des langues et des traductions, vous allez la rencontrer systématiquement. Alors évidemment, vous aurez potentiellement des audiences, si jamais il y a donc des contestations qui sont formulées, que le juge se dit, bon, finalement, il faut que j'entende les parties. Il faut se préparer si vous voulez éviter des frais d'avocat, à pouvoir vous représenter dans une audience, ou alors peut-être faire appel à un correspondant local, un avocat local ou un juriste qui pourra vous aider. Petit détail, mais les frais sont évidemment à charge de la partie qui succombe. Donc si, in fine, la partie débitrice est condamnée, eh bien, elle va supporter les frais de la procédure. Le règlement des petits litiges vise évidemment de nouveau un débiteur qui a sa résidence dans un autre État membre que celui de la juridiction, enfin pardon, je vais rester précis. Vous avez au moins une des parties qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie. Ça peut être évidemment le débiteur qui a son domicile dans un autre État membre, ça peut être évidemment l'entreprise qui l'a également. Je vous renvoie donc au règlement 805/2004 qui parle aussi du titre exécutoire européen pour les créances incontestées. Là, ici, donc, on est dans un cas où les créances sont incontestées. Alors, qu'est-ce que ça signifie, une créance incontestée? Eh bien, c'est une créance où, par exemple, le débiteur n'a absolument pas réagi à vos différentes relances, ou c'est une créance, par exemple, où votre débiteur, à un moment donné, vous a envoyé un message en disant « je vais vous payer, mais j'ai un petit peu de problème de liquidité ». Eh bien, la créance, dans ce cas-là, n'est pas contestée. Donc, vous êtes aussi dans le cas classique. Je dirais que c'est les cas qu'on rencontre le plus souvent. C'est soit quelqu'un qui fait le mort, soit quelqu'un qui vous dit « je suis désolé, j'ai des difficultés de liquidité en ce moment, etc. Je vous propose un plan d'appurement » ou ce genre de choses. Eh bien, ça vous permet de considérer que la créance n'est pas contestée. Je vous parlerai également du titre exécutoire européen général, mais ce titre européen qui peut être donc obtenu pour des créances incontestées, donc s'applique de nouveau en matière civile et commerciale. Il ne recouvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives, et il est de nouveau applicable dans tous les États membres, à l'exception du Danemark et maintenant évidemment du Royaume-Uni qui nous a quittés. Alors voilà, une créance est considérée comme incontestée, je reprends les principes, soit le débiteur l'a expressément reconnu, il peut y avoir une transaction, par exemple, qui a été conclue entre parties. Vous savez que quand un litige naît, vous pouvez évidemment solutionner votre litige en faisant ce qu'on appelle une transaction qui va avoir force exécutoire, comme si c'était un jugement définitif. Ou bien vous avez donc une créance où le débiteur ne s'est jamais manifesté, ne s'y est jamais opposé au cours de la procédure, ou carrément ne s'est pas fait représenter, n'a pas comparu lors des audiences, ou n'a plus comparu après avoir au début contesté, ou l'a même reconnu dans ce qu'on appelle un acte authentique. Vous pouvez très bien avoir un acte de notaire où à un moment donné, il y a une reconnaissance qui intervient, expressis verbis, et qui va donc avoir une force particulière puisque c'est un acte notarié. Et donc, vous allez avoir ces titres exécutoires européens, c'est quoi? Eh bien, c'est un document qui va certifier que
la condamnation, finalement, est exécutoire dans l'État membre qui l'a rendu, et ce côté exécutoire va être reconnu dans les autres pays européens, où vous pourrez alors, de manière simplifiée, l'exécuter très facilement, comme si c'était un jugement du pays, de l'autre pays. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps, mais ces titres et ces créances, et en général, tous les jugements doivent respecter certaines conditions de procédure. Il faut respecter évidemment les règles élémentaires de protection de la partie adverse, etc. Des possibilités de réexamen dans des cas exceptionnels. Il faut éviter que ce soit dans des matières qui sont contre l'ordre public aussi, par exemple. Si vous avez, je vous donne un exemple d'un proxénète qui veut recouvrer une créance sur une dame qui l'a fait travailler, qui lui a peut-être pris de l'argent, je ne sais pas quoi, bien, on va considérer que c'est évidemment contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et tout ça sera totalement irrecevable, et on ne pourra pas en obtenir l'exécution. Les actes introductifs d'instance aussi doivent indiquer toute une série de choses essentielles, évidemment la créance, les données des parties, le montant, les intérêts, la période, la date d'exigibilité, et ce genre de choses. Souvent, les formulaires indiquent également les modalités pour contester cette créance qui est réclamée, les délais, les conséquences d'absence d'objection, etc. Et donc, une fois que vous avez cette exécution possible, le droit applicable à la procédure d'exécution, parce que donc vous avez toute une procédure pour obtenir, je dirais, ce titre exécutoire, et puis vous avez l'exécution proprement dite qui va, elle, s'effectuer selon les droits et les règles de l'État dans lequel vous exécutez. Voilà, par exemple, en Allemagne, si vous avez un titre exécutoire, vous allez devoir passer par un huissier de justice. Il faut savoir qu'un huissier de justice en Allemagne ne peut pas tout de suite saisir les biens du débiteur. Il doit d'abord passer par, je crois, 1 ou 2 tentatives. Et s'il n'y arrive pas, il peut alors demander une ordonnance pour pouvoir alors venir avec un serrurier, rentrer chez la personne et procéder à une saisie mobilière, comme on dit, des biens qui se trouvent chez la personne. Donc, vous avez dans chaque pays des règles spécifiques qui peuvent intervenir. Un autre exemple, certains huissiers de justice au Luxembourg ne peuvent pas intervenir avant 6 heures du matin, par exemple. Donc, vous avez aussi des heures limitées. Vous avez aussi des saisies qui sont limitées au strict, les huissiers ne peuvent pas saisir certains biens qui sont essentiels à la survie d'une famille, par exemple. On parle d'une table et je ne sais plus, 4 chaises, de la cuisinière, du frigo, donc des biens essentiels à la vie. Ce n'était pas le cas à l'époque, il y avait beaucoup moins de protection à ce niveau-là. Et donc cette fameuse, alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire bancaire, qui est en vigueur depuis le 18 janvier 2017, de nouveau qui n'est pas applicable au Danemark ni au Royaume-Uni, n'est plus applicable au Royaume-Uni. Quelques mots sur cette possibilité. Donc elle est utilisable en matière civile et commerciale. Il faut qu'il y ait un litige transnational. Alors par exemple, vous pouvez très bien avoir un client luxembourgeois d'une entreprise luxembourgeoise, mais qui a des comptes bancaires à l'étranger. On a le côté transnational qui existe ici. Et cette ordonnance européenne vous permet donc d'obtenir une ordonnance d'un juge qui va alors forcer les établissements bancaires qui sont en général liés à un organisme centralisateur à dévoiler l'existence de comptes bancaires. Et vous pourrez alors saisir de manière conservatoire l'argent qui se trouve sur ces comptes bancaires à concurrence du montant de la créance qui vous est reconnu de manière conservatoire. Alors évidemment, cette procédure peut être cumulée avec une procédure de condamnation au fond. Il est utilisable évidemment de manière conservatoire, c'est-à-dire avant même d'avoir ce qu'on appelle un titre, donc un jugement ou un acte notarié qui reconnaît la dette. Et donc, l'effet conservatoire, c'est que la banque va être tenue de bloquer ses avoirs jusqu'à ce que la procédure au fond aboutisse. Et vous devrez
s'il y a parfois des contestations, justifier d'avoir initié cette procédure au fond. Alors, je vous parle brièvement des règlements européens 44-2001, 12-15-2012, parce qu'ils sont très importants dans notre pratique en tant qu'avocat quotidienne. Ce sont des règlements donc, sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ce sont de très beaux outils puisqu'ils veillent à mettre en place des règles communes au niveau européen pour déterminer la compétence des tribunaux et pour reconnaître alors les décisions judiciaires qui émanent de pays européens, par définition avec lesquels vous allez avoir des relations où vous aurez besoin d'agir. Je vous donne en particulier des points d'attention, donc ce sont les matières contractuelles. En matière contractuelle, vous avez donc des possibilités d'utiliser vos tribunaux quand vous avez, par exemple, quand le lieu d'exécution de votre prestation va être le Luxembourg, vous pourrez utiliser la plupart du temps les tribunaux luxembourgeois. Imaginons que vous soyez un ferronnier, que vous deviez façonner des grilles en fer forgé pour un client qui habite en Allemagne. Eh bien, vous allez effectuer la grosse partie du travail à façon ici au Luxembourg. Et donc, ce règlement européen va vous dire, vous êtes en matière contractuelle, vous avez la possibilité d'utiliser les tribunaux luxembourgeois pour poursuivre votre débiteur et le faire condamner. Vous avez des particularismes en matière d'assurance, en matière de consommateurs. Je vous l'ai déjà dit, vous avez des possibilités également quand il y a plusieurs débiteurs. Vous pouvez très bien, si vis-à-vis d'un seul, vous avez une compétence luxembourgeoise, eh bien vous allez amener les autres débiteurs devant le tribunal luxembourgeois parce que il y a un lien entre eux et ça fait du sens de les garder devant le même tribunal. Donc ça, ce sont des choses aussi très importantes pour vous éviter de devoir agir de manière séparée devant plusieurs tribunaux différents de pays différents. Vous imaginez ce que ça coûterait si on ne pouvait pas le faire. Et donc, ces règlements européens sont très importants aussi parce que vous avez notamment l'article 53. Alors, je pense que c'est le 12-15-2012, l'article 53 du 12-15-2012, qui vous dit que vous allez pouvoir obtenir donc un certificat qui établit que votre décision judiciaire est exécutoire dans son pays d'origine. Et sur base de ce certificat, vous allez pouvoir tout de suite entamer des mesures d'exécution dans l'autre pays où vous avez peut-être votre débiteur, où il a peut-être des comptes bancaires ou peut-être du matériel ou des biens à saisir. Donc, très important, ces règlements sont vraiment très importants pour nous. Alors, l'inconvénient de toutes ces procédures, je parlais des procédures simplifiées européennes, des procédures classiques, je dirais, eh bien, c'est que, évidemment, vous avez une paperasserie et une gestion administrative très importante qui nécessite quand même une bonne organisation dans votre entreprise, avec du personnel qui est formé ou qui peut se former lui-même, évidemment, là-dessus. En général, si vous avez quelqu'un qui a la tête sur les épaules, la lecture de ces règlements européens est assez facile à faire. Si vous comprenez les mécanismes avec les formulaires, ce n'est pas très compliqué à faire. Ça peut évidemment représenter un coût important pour vous, mais il faut toujours mettre en balance évidemment le coût d'un avocat ou de plusieurs avocats dans différents pays avec le coût d'une personne de votre propre entreprise qui va peut-être effectuer ce genre de travail en plus de son travail normal ou dans les périodes un peu plus creuses d'activité, par exemple. C'est tout à fait possible. Alors, vous pourrez avoir aussi parfois des outils informatiques à gérer avec certaines juridictions. Je dirais, heureusement, le Covid a accéléré un petit peu l'informatisation de la justice à Luxembourg. Mais vous avez des pays où la justice est bien plus informatisée que le Grand-Duché, et donc parfois il faudra gérer l'introduction des demandes avec des outils informatiques, des plateformes, des formulaires informatiques aussi, qui seront disponibles. Donc c'est un petit peu de travail aussi pour se familiariser avec ce genre d'outils et leur fonctionnement. Parmi les inconvénients, évidemment, on voit trop souvent des débiteurs aussi de mauvaise foi qui vont essayer de faire prolonger les délais, de contester tous azimuts ce qu'ils peuvent, etc. Et donc, vous allez devoir continuer à vous défendre, à essayer parfois de
d'intervenir aux audiences ou à fournir des documents supplémentaires, etc. Donc, ça peut être quand même une gestion qui est, comme on dit, time consuming. Alors, si vous avez en face de vous un débiteur de mauvaise foi, eh bien, les délais ne seront pas forcément plus courts qu'une procédure classique de recouvrement direct via peut-être un avocat dans le pays concerné ou à partir du Luxembourg. On l'a remarqué en pratique. Dans un monde parfait, ça doit vous faire gagner du temps. Si vous tombez face à des difficultés ou des complications, ça peut être problématique. Alors, les délais, je vous ai dit, sont importants aussi pour réagir quand vous devez faire un recouvrement et éviter la prescription de vos droits de créancier. Parmi les autres inconvénients, évidemment, c'est la vérification des règles locales et des particularismes procéduraux. Je vous ai parlé de la problématique de l'emploi des langues dans certains pays, de la traduction des documents. Je vous ai parlé aussi des audiences, parfois, où il faut se rendre. Et donc, si vous avez quelqu'un qui est motivé par ce recouvrement au sein de votre entreprise, auquel vous pouvez donner une procuration pour représenter votre entreprise au niveau des audiences, pourquoi pas, c'est tout à fait jouable. Si vous avez quelqu'un qui peut-être a une certaine formation juridique ou a la tête bien sur les épaules et comprend les choses, c'est tout à fait faisable. L'inconvénient aussi de ces procédures, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez la phase d'obtention d'un jugement, d'un titre, et puis vous distinguez l'exécution, qui est encore une autre chose. C'est que parfois j'ai des clients à qui j'annonce une bonne nouvelle en leur disant bien voilà, nous avons obtenu la condamnation de la partie adverse. Et la première question du client, c'est bon, et quand est-ce que je vois mes sous? Eh bien, entre l'obtention du jugement et le paiement, il peut parfois s'étaler plusieurs mois, notamment parce que vous devez évidemment passer parfois par des officiers publics, comme les huissiers de justice, qui, eux, vont tenter de faire pression, vont peut-être faire d'abord un commandement, puis vont faire une saisie, et puis il va y avoir peut-être un problème au niveau de la saisie parce que les biens saisis n'appartiennent pas à votre débiteur. C'est ce qu'on appelle une demande en distraction d'objets saisis. J'ai vu des cas, par exemple, où certaines personnes avaient pris soin de revendre tout leur mobilier à leur maman, moyennant un contrat qui avait même été enregistré pour essayer de, en quelque sorte, se rendre insolvable et de ne pas permettre d'exécution contre eux. Voilà, tout ça, ce sont des complications au niveau de la phase d'exécution d'un jugement qui peuvent poser problème. Alors, tout comme vous avez la problématique au sein de l'Union européenne, en dehors de l'Union européenne, vous avez encore d'autres problématiques qui peuvent intervenir. Parmi les problématiques similaires, donc l'identification du client peut être encore plus compliquée. Imaginez que vous avez une contrepartie qui se trouve en Turquie. J'ai déjà eu le cas et je vous assure que ce n'est pas simple pour avoir une identification. La localisation aussi, parfois vous n'avez pas vraiment de registre national, vous avez des drôles de systèmes difficilement compréhensibles. Là également, si vous n'avez pas un contrat qui est clair, comment vous allez déterminer le tribunal compétent? Vous pouvez avoir des coûts de procédure énormes. J'ai le souvenir dans un dossier, par exemple, d'un avocat turc pour exécuter une décision qui portait quand même sur, de mémoire, 200 000 $, qui demandait des honoraires de 50 000 €. Donc vous imaginez la balance entre ce que ça vous coûte et finalement le montant qui est à récupérer est absolument énorme. Alors vous pouvez évidemment à l'étranger, en dehors de l'Union européenne, avoir des concepts de droits locaux qui sont difficiles à appréhender. Un exemple, mais qui n'a rien à voir avec la matière économique, prenons l'exemple du Maroc, de la Tunisie. Eh bien, dans certains de ces pays, vous avez une cohabitation entre un certain droit coutumier plutôt d'origine islamique et un droit civil qui a été introduit par les colonisateurs, comme la France par exemple. Et donc vous avez dans certains cas une cohabitation, et si vous ne comprenez pas les interactions entre l'un ou l'autre, ou parfois les contradictions entre l'un ou l'autre, bien vous allez au-devant de difficultés significatives. Alors, vous avez aussi un autre problème à ne pas négliger quand vous êtes en dehors de l'Union européenne, et
je dirais même parfois au sein de l'Union européenne, c'est le temps qu'il faut pour signifier les actes judiciaires à l'étranger. Belgique, France, Luxembourg, Allemagne, il faut compter ce qu'on appelle les délais de distance de 15 jours, qui s'ajoutent aux délais normaux prévus par le Code civil luxembourgeois. Si vous passez aux États-Unis, vous allez passer à 1 mois. Et ça, ce sont des délais théoriques. Or, dans certains cas, si vous faites un recouvrement, que vous devez pouvoir plaider devant un juge et de demander la condamnation, le juge va exiger que vous ayez la preuve que votre assignation ou votre citation a bien été remise au destinataire à l'étranger. J'ai eu des cas, par exemple, où vous aviez un Amtsgericht allemand qui était complètement débordé de travail parce qu'une partie de son personnel avait la grippe. Et donc, j'ai eu des délais de 2 à 3 mois pour obtenir un acte en retour pour une simple remise au destinataire. Donc, vous voyez que ça vous allonge évidemment vos délais de recouvrement dès que vous êtes à l'étranger. Et si en plus vous avez des difficultés avec une mauvaise préparation du dossier, eh bien, là, les délais risquent d'exploser. Autre problématique qu'on a déjà rencontrée aussi, je vous donne un exemple. Litige avec une contrepartie qui se trouve en Russie, où vous êtes obligé d'aller saisir une juridiction locale, eh bien, vous allez avoir des problèmes de corruption. Je vous donne un autre exemple avec la République démocratique du Congo, où j'ai assisté dans un dossier, mais qui était un dossier de droit familial, à des magistrats qui établissaient des faux jugements. Donc, il faut se rendre compte de la chose. C'était des faux magistrats qui avaient manifestement été corrompus, qui rédigeaient des faux jugements, qui ensuite étaient signifiés par un huissier qui lui aussi signifiait un faux jugement. Et ça prend des proportions hallucinantes. Alors, apparemment, pour 25 000 $, vous pouvez obtenir assez facilement un jugement falsifié qui va condamner votre voisin à quelque chose qu'il n'a absolument pas fait, que ce soit au pénal ou au civil. Et donc, vous voyez que la corruption dans certains pays est absolument hallucinante. De nouveau, vous pourrez avoir des consommateurs finaux aussi qui seront protégés à l'étranger. Je vais peut-être accélérer. J'ai déjà parlé du surendettement, des procédures d'insolvabilité, des difficultés d'exécution, des coûts inattendus également. Et donc, si je puis résumer, que faire quand vous devez envisager du recouvrement à l'étranger, que ce soit au sein de l'Union européenne ou en dehors? Le premier principe, c'est faites de la prévention, préparez-vous bien, avec des bons documents contractuels, des bons de commande, avec des conditions générales, tout cela bien verrouillé, bien préparé. Ça ne s'improvise pas, donc faites-vous accompagner par des juristes d'entreprise, des avocats si vous en avez sous la main. C'est très important et ça vous permettra d'une part de gagner beaucoup de temps, d'augmenter la qualité de votre recouvrement et surtout son efficacité, surtout si c'est à l'étranger. Veillez à bien récolter les informations complètes sur votre client avec ses références, le cas échéant sa solvabilité. Dans vos documents contractuels, prévoyez donc un choix de juridiction, ça peut être très important, et également des procédures. Vous pouvez aussi imaginer de la médiation. On parle toujours des règlements alternatifs des litiges, parmi lesquels figure la médiation. Dans certains cas, où votre recouvrement finalement est peut-être lié à une contestation sur un chantier où il y a eu des soucis, eh bien, parfois la médiation pourra vous aider aussi. Il y a un excellent centre de médiation près du barreau de Luxembourg qui est très efficace et je pense qu'il y a déjà une session d'information qui a peut-être déjà eu lieu ou qui va avoir lieu. La préparation donc, de vos documents, j'en ai déjà parlé. Alors, envisagez évidemment les scénarios litigieux. Quand je dis envisager les scénarios litigieux, c'est-à-dire que vous devez imaginer que votre relation contractuelle se passe mal. Et vous devez imaginer chaque fois à quel endroit elle peut mal se passer. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, un problème d'interprétation sur une norme technique liée, par exemple, je ne sais pas, à un coefficient d'isolation de châssis. Vous pouvez avoir peut-être un problème lié au délai de livraison de votre propre fournisseur.
et la communication n'est pas bien passée. Donc tout ça, ce sont des... Je dirais, dans l'approche préventive, vous devez vous mettre dans la peau de quelqu'un qui a un problème et qui rencontre les problèmes pour savoir, voilà, où sont les points litigieux possibles dans votre relation et comment renforcer les choses en vous préparant au mieux. Ne négligez pas les garanties bancaires ou les garanties de tout type, crédit documentaire à l'exportation et autres. Alors, une chose aussi très importante, faites attention aux problématiques de transport dans vos relations contractuelles. Je vous donne un exemple. Une entreprise luxembourgeoise commande du matériel dans une usine en Chine. L'usine chinoise va stipuler certaines règles, notamment vous avez ce qu'on appelle les Incoterms, donc qui sont on va dire des packages standardisés de conditions contractuelles. Eh bien, l'usine chinoise ne s'était engagée à livrer le matériel que ce qu'on appelle au port d'envoi. Autrement dit, avant même que la marchandise ne soit installée sur le bateau, l'usine chinoise avait rempli ses obligations. Ça signifie que ces obligations n'étaient localisées qu'en Chine. Ça veut dire aussi que les risques pendant tout le transport étaient à charge de l'acheteur luxembourgeois. Ça veut dire aussi que si un tribunal n'avait pas été désigné de manière contractuelle par les parties, eh bien, il fallait agir en Chine, puisque toute la prestation de la contrepartie chinoise se passait en Chine. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller dans les risques que vous prenez au niveau des responsabilités, des coûts et des assurances aussi, par exemple du matériel. N'hésitez pas aussi à vous informer auprès d'acteurs locaux fiables. Vous avez des réseaux d'entreprises, vous avez des chambres de commerce, vous avez des avocats, des notaires. Vous pourrez aussi peut-être avoir d'autres partenaires qui sont localement assez proches. Et donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux sur la situation de votre contrepartie. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Et faites attention donc aux coûts connexes. Quand vous tarifez évidemment votre contrat, quand vous faites votre offre, n'oubliez pas de prendre en compte le risque juridique que vous pourrez avoir, traduction, transport et autres, tout cela ne doit pas être négligé aussi. Voilà, je pense avoir plus ou moins respecté le timing. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je reste disponible pour les questions. Merci, Maître Kautertz, pour cette présentation ce matin. Donc, merci aussi pour toutes les bonnes pratiques et pour toutes les possibilités que s'offrent aux entreprises lors d'impayés. Alors, il y a déjà une question dans le chat. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore posé de questions, si quelque chose n'a pas été clair, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant dans le chat. C'est le moment. Donc, voilà, une question. Juste pour être sûr, un huissier au Luxembourg peut-il s'occuper d'une créance incontestée auprès d'une société en France ? Alors, a priori, ce n'est pas l'huissier luxembourgeois qui va s'en occuper, mais c'est plutôt vous qui allez devoir faire une formalité, obtenir une ordonnance d'une juridiction française et qui, elle, va probablement devoir passer par un huissier français. Donc, je ne pense pas qu'un huissier luxembourgeois soit compétent. Le problème des huissiers, c'est qu'ils ont une compétence territoriale et comme ils sont officiers publics, c'est-à-dire qu'ils détiennent une partie de la puissance publique, ils n'ont pas de compétences en dehors de leur pays, évidemment. Vous avez en plus au Luxembourg, par exemple, et vous avez ce qu'on appelle l'arrondissement judiciaire de Diekirch, l'arrondissement judiciaire de Luxembourg. Vous ne pourrez pas demander à un huissier inscrit à l'arrondissement de Luxembourg d'aller exécuter dans l'arrondissement de Diekirch. Ils ont une compétence territoriale limitée qui est donc stricte à ce niveau-là. Et c'est la même chose pour les huissiers des autres pays. Donc, comme ils sont dépositaires d'une partie de la puissance publique, leur puissance publique s'arrête dans leur pays et pas au-delà. D'accord, très bien, merci. Encore une question. Lorsque vous avez parlé des 4 procédures simplifiées donc, de l'Union européenne, vous avez parlé que les entreprises qui ont recours à une de ces procédures peuvent se former d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez des conseils comment se former à ce genre de procédure ? Comme je l'ai dit,
La première démarche, c'est de lire ces règles européennes, bien se familiariser avec les formulaires. Je ne crois pas qu'il y ait de formation spécifique qui soit mise en place au niveau de la Chambre de commerce, mais ça pourrait être vérifié. Je sais que je ne suis pas le seul à faire des interventions sur le recouvrement, mais je crois qu'il y a d'autres de mes confrères qui le font aussi. Donc, à vérifier aussi si au niveau de la chambre de commerce, il y a des formations là-dessus. Maintenant, si vous avez une entreprise où je dirais le jeu en vaut la chandelle, beaucoup d'avocats seront très heureux de pouvoir vous aider à vous former ou à former votre personnel dans ces domaines-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les avocats, c'est bien quand il y a des problèmes, et on adore faire du préventif aussi. On adore venir former vos personnels pour certaines questions spécifiques ou des problématiques que vous rencontrez de manière fréquente. Donc, il ne faut pas hésiter à demander à des juristes. Nous avons ici, au sein du cabinet, d'ailleurs aussi des assistantes administratives qui sont très précieuses et qui connaissent aussi très bien ces procédures. Bon, elles ne sont pas formatrices agréées, on va dire, mais on peut imaginer aussi partager une formation entre un avocat et une de nos assistantes, pourquoi pas. Mais... Ok, très bien, super. Merci beaucoup. Donc, je ne vois pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Donc, voilà, si par après, il devait y avoir l'une ou l'autre question qui survient, ben, n'hésitez pas à nous contacter ou nous ou M. Kautertz directement. Donc, voilà. En attendant, merci beaucoup, Maître Kautertz, à vous pour cette présentation ce matin et j'espère à très bientôt. Et pour les participants, ben, bon après-midi à vous et si vous avez l'occasion de vous inscrire encore pour l'un ou l'autre webinaire, n'hésitez pas et ben, à très bientôt. Voilà. Juste un dernier petit mot. Je dis toujours à tout le monde, n'hésitez jamais à prendre votre téléphone si à un moment donné vous avez un doute dans le cadre de la signature d'un contrat ou de quoi que ce soit. Prenez votre téléphone, demandez à un avocat. Nous préférons vous aider même gratuitement plutôt que vous vous retrouviez dans des problèmes très compliqués. Donc, et je pense que la plupart de mes confrères partagent cette vision des choses. N'hésitez jamais en tout cas à nous appeler, que ce soit l'équipe Molitor ou d'autres de mes confrères évidemment qui sont tout aussi excellents que nous dans ce domaine-là et dans les problématiques en général. Voilà. Super, merci beaucoup pour votre aide. Merci à vous. Merci, À bientôt. à bientôt, bonne journée.